Bonjour ou bonsoir, c'est selon, bienvenue dans la 8e émission de la saison 2 des Visages de la Recherche, ces hommes et ces femmes créatifs et méthodiques qui, dans tous les domaines, cherchent à expliquer, à éclairer l'inexplicable. Olivier Luminet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche FNRS à l'UC Louvain en psychologie. Alors, parmi les chercheurs du monde entier, on peut le dire, votre expérience est quasi unique. Votre papa, Daniel Luminet, s'occupe des premières recherches en psychosomatique et vous baignez dans ce domaine depuis le départ, puis vous-même, vous devenez chercheur et vous continuez à dialoguer avec votre papa. Unique, non ? Oui, c'est vrai que c'est un destin assez exceptionnel. Mon père a vraiment été aux États-Unis dans les années 50, travailler avec les pionniers de la psychosomatique. Et oui. Il en est revenu avec des tas d'idées, des tas de sujets de recherche. Il était impliqué dans des projets FNRS aussi, lui-même. Et donc, il était passionné par cette question de l'alexithymie, dont on va sans doute reparler. Oui. Et même une anecdote d'un moment donné, il était professeur à l'Université de Liège et il invite Peter Sifneos, qui était un chercheur de Boston, oui. Qui travaillait à Harvard. Et il l'invite le soir à manger à la maison. Et j'ai encore ce souvenir sur mon petit vélo. Je dois avoir 8 ou 9 ans, mon père disant « c'est Monsieur Sifneos qui travaille sur l'alexithymie ». Donc c'est resté comme ça un souvenir très ancré dans ma mémoire. J'imagine. Alors, parlons-en. L'alexithymie, ce sont les personnes, tout simplement, concernées qui ont du mal à verbaliser leurs émotions. C'est une sorte de cécité émotionnelle. Alors, verbaliser, mais pas que. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc, ils ont des problèmes à exprimer, à parler leurs émotions. Oui. Mais il y a aussi une confusion. Donc, c'est des gens qui sont très confus par rapport à ce qu'ils ressentent. Ils sont un peu submergés par leurs émotions, mais n'arrivent pas bien à distinguer différents états émotionnels. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont en colère? Est-ce qu'ils sont tristes, par exemple? Il y a aussi un mode de pensée très, très concret, très pragmatique. Donc, c'est vraiment les 3 aspects qui forment ce concept d'alexithymie. Englués dans un magma émotionnel. Complètement. Ils sont vraiment englués. Ils ressentent des émotions, ça c'est important de le dire. C'est pas que ce sont des gens qui sont sans émotion ou... Non, ils ressentent des émotions, parfois de manière encore plus intense, mais ils ne savent pas comment les gérer. Et donc, ils peuvent aussi faire des maladies psychosomatiques. On en revient à la recherche de votre papa. Alors vous, votre recherche aujourd'hui dans ce domaine-là, elle cherche quoi, si j'ose dire? Alors elle cherche à approfondir plus spécifiquement certaines questions. Je m'intéresse particulièrement à la question de la mémoire. Par exemple, comment ces gens encodent les émotions, les gardent en mémoire ou arrivent à les récupérer par après. Les premières études étaient vraiment très cliniques et je dirais maintenant tout le mouvement dans ces 20 dernières années, c'est de faire plus d'études de laboratoire où on essaye de comprendre toutes les étapes du processus chez ces personnes de compréhension des émotions, ce qu'ils en font dès les premiers moments pour comprendre ensuite tous les effets à plus long terme. Alors, j'ai lu qu'il y avait entre 5 et 15% de la population qui souffre de ça, mais qui ne s'en rend pas compte ou qui s'en rend compte? Alors, ce sont des gens qui se rendent compte qu'ils ne vont pas bien, donc ils sont dans ce magma émotionnel. Le problème, c'est que ce ne sont pas des gens qui vont faire une démarche spontanée d'aide. Alors, comment arrivent-ils à recevoir un soutien psychologique? Soit leur conjoint, ça c'est très très fréquent, qui va se dire « Ah, je comprends enfin ce que cette personne avec qui je vis depuis si longtemps a ». Et je sens qu'il faut absolument l'aider. Ou alors, malheureusement, une décompensation somatique, puisqu'il y a cette question de la vulnérabilité à toute une série de maladies physiques. Alors, autre aspect de votre recherche, parce que vous avez une palette, c'est le fait que nous sommes surabreuvés pour le moment d'informations, d'émotions brutes, l'infobésité instantanée, en boucle, beaucoup d'images qui finalement ne sont pas vraiment digérées. Et c'est ça le problème aujourd'hui ? Alors c'est un problème avec l'évolution actuelle, c'est qu'on est sur une évolution très très visuelle et donc montrer sans arrêt des images en fait, de situations hautement émotionnelles. On est sur la première phase de l'émotion, celle qui est vraiment la plus brute, qui est très liée notamment au physiologique, aux réponses physiologiques. Et en principe, l'émotion évolue grâce notamment à la médiation du langage. Le langage a un grand rôle à jouer, pouvoir parler de ses émotions. C'est commencer à prendre distance par rapport à ce qu'on a ressenti, être capable d'en reparler sans être submergé justement par toutes ces activations physiologiques, mon cœur qui bat vite, ma respiration qui s'accélère. Et en restant constamment dans le visuel, en fait, on s'empêche de prendre cette distance. Et donc je pense que la tendance actuelle des médias, malheureusement, c'est qu'il n'y a plus assez de temps de digestion de l'information. Et ça empêche en fait une réflexion qui permet notamment des jugements plus nuancés par rapport à ce qu'on va observer. Et votre conseil alors, c'est quoi? Pour digérer, pour aider à digérer?
Alors il faut absolument garder cette médiation par le langage et ne pas se dire que tout se comprend par le visuel. Il faut ce moment de discussion et donc les médias doivent se dire même que, on peut même s'interroger sur le fait que ce recours uniquement visuel peut expliquer certaines polarisations actuelles dans la société. Donc la vertu du texte et aussi peut-être lire des romans. Lire des romans... C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé de lire des romans. Ça vous Oui. permet notamment de garder plus d'empathie par rapport aux autres. Alors, autre pan de votre recherche, il faudra en toucher un mot, c'est par rapport au Covid. Vous avez déclaré récemment qu'on n'avait finalement tiré aucune leçon sur la santé mentale et que les jeunes sont souvent en pleine dérive. Mais donc, un des constats pendant le Covid, c'est que les mesures très très strictes qui ont été prises et qui étaient nécessaires par rapport à des questions sanitaires ont particulièrement affecté les plus jeunes, qui sont dans un besoin aigu de contacts sociaux, et on les a privés de contacts sociaux à un moment déterminant en fait, de leur vie. Alors, beaucoup d'entre eux vont bien aujourd'hui, mais malheureusement, ceux qui ont été les plus touchés à l'époque payent encore les pots cassés aujourd'hui. Donc on voit dans une certaine tranche de la population des cas très graves. Et là, vous faites comme chercheur, vous faites un appel aux autorités de l'État ? Oui, d'avoir effectivement des politiques de prévention en santé mentale, d'attaquer le problème le plus tôt possible, dès l'école en fait. Dès l'école, il faut pouvoir ouvrir sur les questions de santé mentale, pouvoir parler de certaines questions émotionnelles et repérer aussi des jeunes qui seraient déjà dans la difficulté. Alors, dans l'émotionnel, encore un autre aspect de votre recherche, c'est la mémoire collective. Et, par exemple, vous constatez, par exemple, que la question royale, qui est une affaire quand même qui a ébranlé la Belgique, a disparu des souvenirs de la mémoire collective. Pourquoi ? Donc en fait, je me suis intéressé à cette question en discutant avec des collègues américains chez qui on entretient la mémoire de manière assez exceptionnelle. Et on s'est dit, tiens, essayons de voir ce qui se passe en Belgique par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. On a interrogé 3 générations, la première ayant vécu, étant enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale, un de leurs enfants, un de leurs petits-enfants. Et donc on a été stupéfait effectivement de constater que parmi quelques thèmes qui étaient abordés, celui de la question royale était quasi inexistant dans la mémoire des petits-enfants de ces personnes qui avaient directement vécu un événement qui a failli bouleverser complètement la Belgique. Et pourquoi ? Est-ce que vous avez trouvé le... Alors, ça va dans plusieurs directions, dans des recherches qui se poursuivent maintenant dans plusieurs projets, notamment avec Christine Bastin, qui fait partie de vos invités aussi. Oui. On s'interroge notamment sur parfois la timidité des grands-parents à oser parler de certains événements. Donc, les choses vont dans les deux sens. Ce n'est pas nécessairement que les petits-enfants n'ont pas envie d'entendre ces récits. On a parfois aussi l'observation que les grands-parents n'osent pas nécessairement parler de leur passé, alors que ce serait justement un élément très important de dynamique familiale. À votre avis, que nous apprendra la science des émotions dans les années prochaines, quand vous serez presque pensionné ? Encore beaucoup de choses, et je pense que notamment il y a toute une série de développements techniques très importants actuellement qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle une approche multicomposante de l'émotion. Au même moment, on peut chez une personne enregistrer toute une série d'informations au niveau physiologique, son rythme cardiaque, en même temps la prosodie, donc tout ce qui va concerner la tonalité de sa voix, en même temps son expression faciale et le contenu de son discours. Et en combinant toutes ces informations, on a en fait un accès beaucoup plus riche à toute la palette des émotions et on pourra de manière plus fine détecter des dissociations entre ces différents facteurs. Vous avez des gens qui peuvent avoir un discours qui a l'air très très neutre et très factuel, mais en examinant sa physiologie, en examinant sa prosodie, on voit en fait qu'il ressent beaucoup d'émotions. Et donc, mieux comprendre ces dissociations, ça va nous aider à mieux repérer des dysfonctionnements émotionnels et pouvoir plus vite venir en aide à ces personnes. Comme chercheur, vous travaillez comment ? De 8h à 18h et dans certains lieux qui vous inspirent, vous restez dans votre bureau 24h sur 24 ? Alors, surtout pas dans le bureau 24h sur 24, de moins en moins, et me laisser guider à certains moments par mon rythme. Donc, je sais que quand je dois écrire un gros papier ou un bouquin, là, je préfère me désynchroniser du temps habituel, partir, par exemple, au bord de la mer, me dire je me lève à une certaine heure, j'ai de l'inspiration, j'écris, j'en ai plus du tout. Je pars me promener 1 heure sur la plage, je reviens à un autre moment, le soir j'ai encore de l'inspiration. Donc je pense que pour la créativité, il faut à un moment donné se déconnecter de ces horaires classiques. Alors vous dirigez un centre, vous avez 10 personnes je crois sous vos ordres. Le but c'est que le doctorant ou le postdoc dépasse le maître à la fin de la recherche ou qu'il reste dans son ombre ?
Alors, ils ne sont sûrement pas sous mes ordres. Ça, c'est vraiment un point important. En fait, je pense que le défi, et surtout quand ils avancent de plus en plus dans la carrière, c'est à la fois qu'ils ressentent cette liberté et effectivement, ils vont devenir de plus en plus les experts. Très rapidement, au cours d'un doctorat, le doctorant devient plus expert que son promoteur. Donc, cette liberté pour avancer, mais en même temps qu'ils sentent un soutien. En fait, je pense que comme directeur de recherche, on a cette mission de soutien aussi, de leur montrer qu'on est là aussi dans des moments plus difficiles pour les épauler, parce qu'il y a toujours des moments plus difficiles dans la recherche. Par moments, le projet ne fonctionne pas, des papiers sont rejetés. Donc ça, c'est des moments où c'est particulièrement important, je pense, le rôle qu'on peut jouer. Olivier Luminet, merci d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec Christine Bastin, directrice de recherche FNRS à l'Université de Liège en neurosciences cognitives. On va parler d'un test sur la maladie d'Alzheimer sur laquelle elle travaille. À tout de suite.